Hello, comment ça va? Moi ça va pas du tout. On va aux États-Unis pour notre première affaire, on commence bien. William Woods était sans abri et vivait à Los Angeles lorsqu'il apprit que quelqu'un accumulait des dettes en utilisant son nom. Oh là là, usurpation d'identité, ça vous est déjà arrivé ça? Ça arrivait à un pote à moi. Paraît que c'est la merde de ouf, hein. Mais lorsqu'il a fait part de ses inquiétudes au directeur d'agence d'une banque, il a fini par passer près de 2 ans en prison, accusé lui-même d'usurpation d'identité. Mais c'est grave, hein. Alors qu'il continuait à insister sur le fait qu'il était Woods, dans un effort désespéré pour blanchir son nom, il a même été envoyé dans un hôpital psychiatrique public et drogué, enfin médicamenté, selon les archives judiciaires. Enfin, cette semaine, un ancien informaticien de haut niveau d'un hôpital de l'Iowa, qui avait assumé l'identité de Woods pendant des décennies, a plaidé coupable à 2 accusations fédérales. C'était un ancien informaticien dans un hôpital. Cet homme, Matthew David Cairns, 58 ans, qui vit à Heartland, dans le Wisconsin, risque jusqu'à 32 ans de prison pour avoir fait de fausses déclarations à une institution assurée par l'administration nationale de crédit, je sais pas quoi, et pour vol d'identité aggravé. Aucune date de condamnation n'a été fixée dans cette affaire fédérale, mais Cairns a passé 20 jours en prison l'année dernière pour des accusations liées à l'État de l'Iowa. Les archives judiciaires montrent que les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois. Ils se connaissaient, putain. Les archives judiciaires montrent que les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois alors qu'ils travaillaient tous les deux dans un chariot à hot dog à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, à la fin des années 80. Il n'existe aucune trace de Cairns utilisant son propre nom ou son numéro de sécurité sociale après 1988. Et il a commencé à prendre publiquement le nom de William Woods en 1990. Ouais, méfiez-vous des gens avec qui vous travaillez sur le stand de hot dog, hein. Les procureurs fédéraux n'ont fourni aucune information sur ce qui a précipité le changement de nom, a déclaré Tony Morfitt, porte-parole du procureur américain du nord de l'Iowa. Mais les dossiers indiquent qu'il a eu une enfance difficile, s'enfuyant de chez lui à 16 ans, voyageant à travers le pays, volant une voiture à San Francisco et se faisant arrêter dans l'Oregon sans jamais comparaître devant le tribunal. Au fil des années, il s'est marié, a eu un enfant sous le nom de Woods. Putain. Il a utilisé un site web de généalogie pour rechercher l'histoire familiale de Woods et a utilisé ces informations pour obtenir frauduleusement une copie de l'acte de naissance de Woods dans le Kentucky. Il a utilisé la carte d'identité de Woods pour obtenir son emploi à l'hôpital de l'université de l'Iowa et pour obtenir une série de prêts auprès de coopératives de crédit de l'État totalisant plus de 200 000 $. Donc ça, c'est la victime. C'est la victime. Il a fourni sa carte de sécurité sociale ainsi que sa carte d'identité californienne, mais les comptes contenaient beaucoup d'argent. Alors le directeur de la succursale a posé au vrai Woods, donc lui, une série de questions de sécurité. N'ayant pas pu y répondre, la banque a appelé la police. Mesquine. Cairns, qui figurait sur le compte sous le nom de Woods, donc le malfrat, a déclaré à la police qu'il n'avait donné à personne en Californie la permission d'accéder à ses comptes bancaires. Il a ensuite faxé à la police une série de documents d'identité acquis frauduleusement. La police arrête le vrai Woods et l'accuse de vol d'identité et d'usurpation d'identité. Ils ont insisté sur le fait que Woods s'appelait en réalité Matthew Cairns, orthographiant mal le nom de son bourreau. Les documents judiciaires n'expliquent pas comment la police a lié Woods ou les comptes bancaires à ce nom. La police de Los Angeles a confirmé que Woods avait été arrêté, mais a refusé de commenter davantage. Parce que Woods a contesté à plusieurs reprises l'identité que les autorités lui ont imposée, un juge californien l'a déclaré mentalement incapable de subir son procès et l'a envoyé dans un hôpital psychiatrique public où il a reçu des médicaments psychotropes. Mais c'est pas un truc de dingue. On te donne des médicaments, on te dit que c'est toi le malade mental. Woods retrouve ses compétences mentales. Woods passe 428 jours dans la prison du comté et 147 jours dans un hôpital psychiatrique avant d'être libéré, après avoir accepté un plaidoyer de non-contestation. Mesquine, il était tellement au bout de sa life, il a dit « Bon, vas-y, c'est bon, condamne-moi ». Il est condamné à payer 400 $ d'amende et à cesser d'utiliser le nom de William. On t'empêche d'utiliser ton vrai blaze. Mais j'aurais pété un câble. Mais au lieu de s'arrêter, Woods a continué à faire pression pour retrouver son identité. L'un des problèmes était que la Californie tentait de récupérer les dépenses liées à son séjour à l'hôpital psychiatrique. Cairns, donc le malfrat, le criminel, s'est plaint dans un email adressé au procureur de Los Angeles que Woods avait déposé 30 contestations sur son rapport de crédit et qu'il venait de passer 2 heures à clarifier tout ça. Et il a poursuivi.
J'ai besoin de conseils sur les mesures à prendre à ce stade. Wallah haram. Sans se laisser décourager, le vrai Woods s'est adressé à l'hôpital de l'université de l'Iowa, où Kerrans gagnait plus de 100 000 dollars par an. La sécurité a transmis la plainte de Woods à la police de l'université de l'Iowa. Kerrans a d'abord insisté dans une interview sur le fait que la victime était folle et avait besoin d'aide et devrait être enfermée. Mais un détective a retrouvé le père biologique indiqué sur l'acte de naissance de Woods et a testé l'ADN du père par rapport à celui de Woods. Le test a prouvé que Woods était le fils de cet homme, donc le vrai Woods. Lorsque la police a confronté Kerrans au sujet des preuves ADN, il a déclaré « Oh, ma vie est finie, ça y est, c'est foutu ». Woods n'a pas répondu aux efforts de l'AFP, de l'AP, à Société de Presse, enfin un truc de journaliste là, pour solliciter des commentaires via un agent de liaison judiciaire qui travaille avec les victimes. Et le bureau du défenseur public de Los Angeles n'a pas répondu aux emails. Comment on peut faire ça à quelqu'un, quoi? Il a fait sa vie, s'est marié sous le nom de Woods, c'est le nom de quelqu'un qui l'a volé. AP a également, donc Société de Presse a également appelé des personnes soupçonnées d'être proches de Woods, mais personne n'a rappelé, une personne a répondu par SMS avec un seul mot. Stop. La nouvelle a stupéfié la famille et les amis de Kerrans, le criminel. Les lettres écrites au tribunal en son nom le décrivaient comme un bon père, gentil et digne de confiance. Je le mets entre guillemets parce que, excuse-moi, mais non. Je crois que la motivation de Kerrans était simple, créer la famille et le foyer qu'il n'avait pas dans sa jeunesse, a écrit son épouse depuis 30 ans, Nancy Zimmer, qu'il a décrit travaillant pour l'aider alors qu'elle obtenait un doctorat en théologie. Leur fils adulte qui s'appelle comment Skin, qui s'est identifié comme le fils de Matthew Kerrans, anciennement connu sous le nom de William Woods, dans les deux cas, connu sous le nom de papa. C'est quoi cet article-là? Mais pourquoi, putain? Mais garde ton blaze, pourquoi, en fait? Vous savez qu'aux États-Unis, on peut changer de blaze comme on veut, hein. Tu vas à la mairie, je sais pas où, et tu dis, bah, change mon blaze, tu changes. Tu fais ce que tu veux. Tu peux le changer autant de fois que tu veux. Y a pas de limite. Et tu peux t'appeler comme tu veux. Même genre caca pipi, ce que tu veux, enfin bon. Donc pourquoi il a pas juste changé ça en fait? Parce qu'il a gardé cette identité pour longtemps. C'est pas comme si qu'il l'avait usurpé pour juste faire des crédits, prendre de l'argent, et après reprendre son identité et en bénéficier sous sa vraie identité. Mais moi je me remets pas d'être allé à l'hôpital psychiatrique, hein, parce qu'on t'a dit non c'est pas toi. J'aurais pété un câble. Ouais, j'aurais vraiment eu besoin de psychiatrie pour le coup, qu'on me dise c'est pas toi, et qu'on te force à changer ton vrai nom quoi. Miskin. L'ex-patron d'un centre d'aide aux nouveaux arrivants, donc immigrants, accusé de crimes sexuels à l'égard de dizaines de fillettes au Mali, restera détenu jusqu'à la fin de son procès. Gilles Provencher a commis des crimes ignobles, odieux et pervers selon le juge. L'accusé aurait recruté des dizaines d'enfants vulnérables à l'aide de complices. Il a versé de l'argent pour les amener petit à petit à satisfaire ses fantasmes ignobles. Il ne s'est pas limité à se servir de fillettes, puisque 2 enfants de moins de 2 ans sont impliqués. Gilles Provencher fait face à 13 chefs d'accusation, dont production de pornographie juvénile, incitation à des contacts sexuels d'un mineur et leurre. Détenu depuis environ 1 an, le Montréalais de 77 ans souhaitait recouvrer la liberté pendant le processus judiciaire. Bien sûr. Toutefois, le juge Tremblay. Je l'aime bien, lui. J'ai l'impression que je le connais maintenant, Tremblay. Bref, donc toutefois, le juge Tremblay a conclu que la confiance du public envers l'administration de la justice serait minée si Gilles Provencher était libéré. Il s'agit de l'un des critères prévus à la loi. C'était son hygiène de vie. Les crimes reprochés à Gilles Provencher sont très graves. Figure respectée du monde communautaire, il a longtemps dirigé le Carrefour Solidarité Anjou, un organisme qui aide les nouveaux arrivants. Or, il vivait vraisemblablement une double vie. Jour après jour, il cherchait en ligne de nouvelles victimes. C'était son hygiène de vie, a témoigné l'enquêteuse sur remise en liberté. Pendant des années, Gilles Provencher aurait recruté une trentaine de fillettes et d'adolescentes au Mali avec l'aide de complices. J'aimerais bien savoir c'était qui ces complices. Il ciblait des enfants démunis et vulnérables, selon le juge Tremblay. Dans un cas typique de grooming, l'accusé désensibilisait graduellement ses victimes à la sexualité. Au fil des mois, Gilles Provencher amenait les fillettes à se dévêtir, puis à faire des gestes sexuels avec d'autres enfants ou avec des femmes. Par contre, avec des femmes, je n'ai pas compris. On a des photos de l'enfant avec en haut Madame Provencher. On a des photos de production de pornographie juvénile
avec l'accusé en mortaise, a indiqué le juge Tremblay. À l'enquête sur remise en liberté, le procureur de la Couronne, maître Hugo Rousse, a évoqué une peine potentielle d'au moins 8 à 10 ans de pénitencier. Alors j'aimerais bien savoir, il y avait combien de victimes au total? Parce que 8 à 10 ans, je sais pas si je suis d'accord. La défense n'a soulevé aucun moyen de défense sérieux, a relevé le juge. La preuve est solide et démontre clairement l'implication de l'accusé. Ah bah voilà. Au début de l'audience, l'avocat de la défense, maître Jonas Fadeux, s'en est pris aux médias en suggérant au juge Tremblay qu'un article de la presse, un média canadien qui s'appelle La Presse, sur cette affaire était une tentative de faire pression sur le tribunal. Écoute bien ce qui répond le juge. Personne ne me met de pression. Les journalistes sont les bienvenus dans ma salle en tout temps. La justice est publique, a tranché le juge Tremblay. Je t'avais dit que je l'aimais bien. Le dossier sera de retour en juillet prochain. Mais alors, affaire à suivre celle-là, parce que franchement, je veux savoir de quelle peine il va écoper, ce Oud al-Haram. Je te jure, tu le vois, tu crois un gentil grand-père, tu lui donnerais le bon Dieu en confession ou sans confession. Je sais jamais c'est lequel. Mais bref. Une femme de 21 ans, donc la jeune fille qu'on voit en photo, est morte après avoir été abattue, alors qu'elle tentait de cambrioler des personnes à l'intérieur d'une voiture dans le quartier de Belmont-Cragun, lundi après-midi. La police de Chicago a déclaré que la femme était entrée dans le véhicule, dans le bloc 5200 de West Montana Street, sur Laramie Avenue, vers 13h, dans le cadre d'une tentative de vol. Elle se trouvait à bord d'une voiture lorsqu'elle a été touchée à l'épaule, au dos et à la main, a indiqué la police. Comme l'a rapporté Germont Terry de CBS, donc c'est un média américain, la vidéo montre que la femme a été ensuite jetée dans l'intersection. Des gens sont ensuite venus l'aider avant l'arrivée de la police. La femme a été emmenée au centre médical Advocate Illinois, où elle a été déclarée morte. Un ami de la victime a déclaré à CBS qu'elle était enceinte de 7 mois de son premier enfant. Mais putain. La famille et les amis proches ont également identifié la victime comme étant Genesis Escobar, 21 ans. La police de Chicago a bouclé l'intersection de Laramie et Montana, juste au nord de Fullerton Avenue, après la fusillade. Mon cœur est brisé en 1000 morceaux, a déclaré Iris Alvarez. Elle était enceinte de 7 mois d'une petite fille. Iris Alvarez a déclaré qu'Escobar, donc la victime criminelle, elle était venue rendre visite à sa fille vers 13h. Elle a envoyé un texto à ma fille et lui a dit « Aide-moi s'il te plaît, j'ai des ennuis ». Mais ma fille dormait. Alvarez et sa fille ont été réveillées par 4 coups de feu, et lorsqu'elles ont vérifié ce qu'il se passait, elles ont été stupéfaites. Donc elles ont regardé par la fenêtre, elles ont vu le véhicule donc où ça s'est passé. Quelqu'un a ouvert la portière côté conducteur, a jeté le corps et est parti. Mais avant de jeter la jeune femme au sol, des témoins ont déclaré que le chauffeur avait sorti de l'argent en liquide. Ils lui ont jeté beaucoup d'argent. Ah ouais, comment ça, je pense. CBS demande alors à Alvarez ce qu'elle pensait de l'argent déposé sur le corps de la victime. Je ne sais pas si elle avait des ennuis, a-t-elle déclaré. Je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais... Pourquoi ils l'ont jeté? Ils l'ont jeté de l'argent dessus? Pourquoi? Est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'elle était enceinte? C'était pour les funérailles? J'ai pas trop compris. Lorsque la fille d'Alvarez, donc l'amie de la victime, s'est précipitée en bas, elle a découvert sa meilleure amie à bout de souffle. Les équipes l'ont transportée aux urgences. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, malheureusement, le bébé n'a pas pu être sauvé et elle est également décédée. Des amis ont dit qu'Escobar avait hâte de devenir maman pour la première fois. Je me fiche des ennuis dans lesquels elle pouvait se trouver, a déclaré Alvarez, donc la mère de son amie. Je pense que le fait qu'une personne fasse ça à quelqu'un montre que cette personne n'a pas de cœur. Aucun suspect n'est en détention. Les détectives de la zone 5 enquêtent. Ça ouvre le débat, mérité ou pas. On tue pas quelqu'un parce qu'elle a essayé de te braquer, de te prendre de la thune. Et 7 mois enceinte, ça se voit. Hein. La vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'elle aurait été capable de tuer? Est-ce qu'elle avait une arme? Parce que c'est pas précisé dans l'article. Est-ce qu'elle avait une arme à feu? Parce qu'elle a essayé de les cambrioler. Donc elle devait avoir une arme, un couteau, au moins un couteau, ou une arme à feu. Donc elle est tombée sur des mecs plus durs qu'elle. Enfin des mecs, je dis ça. Je sais pas si c'était des mecs ou des meufs, mais putain. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est un crime. Quoi qu'il arrive, c'est un crime qu'elle a commis. Et donc ils étaient en droit de se défendre maintenant, de là à la tuer. Est-ce que ce serait considéré comme de la légitime défense? Un médecin de l'Iowa passera le reste de sa vie derrière les barreaux après avoir agressé sexuellement
une fillette de 8 ans, à son domicile près de Des Moines l'année dernière. Le juge a condamné vendredi le docteur Lynn Lindaman, 73 ans, à 50 ans de prison. Il a un regard qui fait flipper, excusez-moi. Il doit purger une peine de 42 ans et demi, donc il va mourir derrière les barreaux, selon le bureau du procureur du comté de Polk. La peine a été renforcée en raison d'actes lascifs antérieurs, avec une condamnation d'enfant, en 1976 dans le comté de Johnson. Un jury n'a eu besoin que d'1 heure pour déclarer Lindaman coupable d'agression sexuelle au 2e degré en février. Il a abusé de la jeune fille à son domicile le 27 juin 2023. C'est récent! La division des enquêtes criminelles de l'Iowa l'a arrêté le lendemain. L'ex-femme de Lindaman a témoigné qu'il lui avait dit qu'il essayait d'aider la jeune fille à explorer sa sexualité dans un endroit sûr. Lindaman a refusé de parler après la condamnation, plaidant le 5e amendement, jusqu'à ce que toutes les actions en justice soient terminées. Tu dis ça à ta femme, genre normal. Non mais je voulais l'aider en fait. Et c'est plus sûr qu'elle explore sa sexualité avec moi, un bonhomme de 73 piges. Il a justifié le truc à sa femme. Est-ce qu'elle l'a giflé en réponse ou qu'est-ce qu'elle... T'es la femme d'un mec comme ça, tu lui dis quoi? Tu réponds quoi? Son avocat, Lucas Taylor, a déclaré au registre de Des Moines, après le verdict, qu'il envisageait de faire appel. Tu vas faire appel de quoi? Quelles sont les preuves dans l'affaire? Putain, j'aimerais en savoir plus. Nous sommes évidemment déçus du verdict du jury, a déclaré l'avocat de la défense, Taylor, au journal. Cependant, nous pensons que le tribunal a commis des erreurs dans certaines de ses décisions, et nous sommes impatients de faire appel. Alors si un jour j'ai besoin d'un avocat, je veux qu'il ait autant de cojones que lui. Lindaman a été reconnu coupable en 1976 d'avoir agressé sexuellement une jeune fille de 14 ans lors d'un camp de gymnastique, alors qu'il était animateur dans ce camp, selon un procès fédéral intenté l'année dernière. Malgré sa condamnation, il est devenu chirurgien orthopédiste dans la région de Des Moines pendant des décennies. T'as le droit d'être médecin quand t'as un casier? Avocat, je sais que non, mais est-ce que t'as le droit d'être médecin si t'as un casier? Si quelqu'un connaît la réponse, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans le chat. Alors, la victime dans cette affaire, donc de 1976, Sherry Moller, a intenté une action en justice en vertu de la loi de 2022 qui, dans certains cas, élimine le délai de prescription pour les victimes d'abus sexuels sur des enfants. Donc le procès pour les faits de 1976, il a eu lieu en 2022, donc ce n'est pas un problème de traduction. Mais c'est un truc de ouf! Il n'y a pas de délai de prescription. Ils ont enlevé la prescription en 2022. C'est assez récent, c'est très bien. C'est très bien pour elle. Moller, donc la victime, allègue dans le procès que le 10 juillet 1975, alors qu'elle soignait une blessure au dos, Lindaman l'a agressée sexuellement. L'incident a causé des problèmes de santé mentale et émotionnelle dans sa vie d'adulte, indique le procès. Le procès, donc pour la deuxième victime, là, de 2023, devrait avoir lieu en 2025. Lindaman a fermé son cabinet médical l'année dernière, encore heureux, après son arrestation. Le conseil médical de l'État et lui-même ont convenu qu'il cesserait d'exercer la médecine d'un commun accord. Bon, je pense qu'il a été gentiment poussé vers la porte. Tu sais ce qui me fait flipper? C'est les 2 victimes dont on a connaissance et ça se trouve, il y en a plus. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y en a plus. Parce que le mec, en plus, il était médecin. Il était quoi comme type de médecin, on le sait ou pas? C'est écrit dans l'article? Chirurgien ortho. Au Pays de Galles, une famille de 8 personnes a pris la mauvaise habitude d'aller au restaurant, mais de partir sans payer, resto basket. C'est un truc de famille, c'est une tradition familiale. C'est une famille de 8 personnes. 4 adultes, 3 enfants et un bébé. Et donc le bébé, il lui donne de très bonnes habitudes, de très belles leçons de vie. Au Pays de Galles, ils se sont lancés dans une tournée des restaurants à moindre frais, puisqu'ils n'ont strictement rien déboursé. 8 personnes, ça fait une belle addition quand même. Ces derniers prennent la fuite sans payer l'addition. La dernière fois qu'ils ont été repérés, c'était dans un restaurant italien, le Bella Ciao, comme la chanson dans le truc là, à Swansea, au nord de Cardiff. Comme d'habitude, ils ont pris ce qu'il y avait de plus cher à la carte, notamment des bonnes pièces de viande. C'est quoi le plus cher que vous avez payé pour un repas? Balancez ça en com. Et à la fin du repas, pour payer, il ne restait plus qu'une femme avec son fils. Sa carte bancaire ne passait pas. Elle a prétendu qu'elle allait en chercher une autre dans sa voiture. Et donc, du coup, le bébé dans les bras, c'est très bien. Tu la laisses aller dans sa voiture. La famille court toujours. En attendant son fiston est resté sur place. Mais quelle mère indigne! Sa mère n'est jamais revenue. Et au bout de quelques instants, le garçon, lui aussi, a filé
à l'anglaise. Ils ont laissé un petit de quel âge? 8 ans, c'est ça? Donc c'est pas le bébé, du coup c'est le petit garçon. Elle a laissé son fils à la caisse et elle lui a dit vas-y tu me rejoins après. Et c'est une vraie photo des gens là, hein. C'est pas un fake. Je veux rencontrer cette famille. Au revoir, le Bella Ciao, dont les gérants se retrouvent avec une addition à payer de 383 €. Et ils ne sont pas les seuls à s'être fait avoir par cette famille, donc le restaurant Bella Ciao. Ce serait le 7e restaurant gallois victime de la filouterie qui a commencé au mois de novembre. Pour un préjudice total qui se chiffre désormais à environ 1200 €. L'addition commence à être salée. La police avait déjà été alertée par un précédent restaurateur victime, mais les agents ne s'étaient pas déplacés, estimant que ce n'était pas une intervention urgente. Donc, à défaut d'être identifiée, cette famille spécialiste du resto basket court toujours. Mais ils ont mis leurs photos sur Internet. La honte! Tout le monde sait maintenant. L'enquête préliminaire aura lieu à la mi-mai pour le jeune homme de 19 ans, accusé du meurtre de membres d'une famille chez qui il vivait dans un quartier résidentiel d'Ottawa. Febrio de Zoissa, un ex-étudiant étranger, a été accusé de 6 chefs de meurtre au premier degré relatifs à la mort d'une Sri-Lankaise de 35 ans et de ses 4 enfants, ainsi que d'un ami de la famille le 6 mars dernier. Avant-hier, quoi. Il fait également face à un chef d'accusation de tentative de meurtre après que le père de famille ait subi des blessures aux mains et au visage. Oh, le père rescapé, sa femme et ses enfants morts. Mais tu rends compte ou tu rends pas compte là? La police a révélé qu'après avoir été appelée dans une résidence du quartier de Barraven, à Ottawa, elle y a découvert 6 corps, dont ceux de 4 enfants âgés de 2 mois à 7 ans. Les avocats étaient au tribunal jeudi pour fixer les prochaines dates d'audience en avril et les dates pour l'enquête préliminaire du 12 au 14 mai. L'avocat de l'accusé a indiqué la semaine dernière que son client n'avait pas l'intention de demander une libération sous caution pour la suite des procédures. Evan Little, donc l'avocat, avait précédemment déclaré que le jeune homme était placé en détention préventive en raison de la gravité des allégations et que sa famille était manifestement très bouleversée. D'où il les connaît? Le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, a qualifié cette tuerie de l'un des incidents de violence les plus choquants de l'histoire de la ville. Qu'est-ce qui lui a pris? Comment il connaît cette famille? J'ai trop de questions là. Donc c'est les parents et leurs... Les 4 enfants sont morts, putain. Et le père rescapé. Ces meurtres multiples ont déclenché une vague de sympathie parmi les voisins de ce quartier de banlieue, chez les autorités municipales et dans la communauté sri-lankaise. Affaire à suivre. Le coupable, c'est lui. Ça, c'est le mec responsable. À la place du père, j'aurais pas aimé survivre, en effet. Putain, je veux savoir c'est qui ce mec par rapport à la famille. C'est un mec, il habitait chez eux. Est-ce que c'était juste un coloc comme ça? Est-ce que c'était de la famille éloignée? J'ai trop de questions. En Californie, un homme de 34 ans, j'imagine celui qu'on voit en photo, 24 ans, pardon, est accusé d'avoir exécuté le fils de sa petite amie devant elle, sous ses yeux. Le petit était âgé de 3 ans, en lui tirant une balle dans le front à bout portant parce que la mère ne voulait pas avouer son infidélité. Sergio Colin Gomez a été placé en garde à vue mardi et accusé de meurtre et d'agression sur un enfant de moins de 8 ans ayant causé la mort du jeune Ivan Martinez Alvarado. Nous sommes écœurés et navrés par le meurtre insensé du petit Ivan, a déclaré jeudi le procureur du district de Santa Clara, Jeff Rosen, dans un communiqué. Mais il est niqué ce mec! Avoue que tu m'as trompé ou je tire sur ton gosse. Et puis il a tiré sur son gosse. Rien de ce que nous obtiendrons devant un tribunal, aucun jury ou juge ne pourra compenser la vie perdue de cet enfant innocent. Nous ferons fermement notre travail pour nous assurer que cette personne ne fera jamais de mal à quelqu'un d'autre. Selon un affidavit de cause probable du département de police de Santa Clara, les agents ont répondu mardi vers 2h du matin à un appel au 911 concernant une fusillade dans un complexe d'appartements dans le pâté de maison 3700 de Poinciana Drive, à environ 8 miles à l'ouest de Saint-José. L'appelant, identifié plus tard comme étant la mère d'Ivan, a déclaré au répartiteur que son petit ami avait tiré sur son bébé et avait ensuite quitté la résidence. Le petit ami a été identifié comme étant Gomez. Pourquoi le bébé si c'est elle qui t'a trompé, genre? En fait, il voulait vraiment la punir, elle, quoi. La tuer, ça aurait été facile pour lui, j'imagine. En arrivant sur les lieux, les premiers intervenants ont trouvé Gomez marchant sur le trottoir.
Il a d'abord obéi aux ordres des policiers, il s'est arrêté puis a résisté à son arrestation avant d'être finalement maîtrisé et appréhendé. Les policiers se sont rendus à l'appartement où ils ont trouvé le petit Ivan allongé sur son lit avec ce qui semblait être une blessure par balle au front. Il a été déclaré mort sur place et une arme de poing a été retrouvée sur le sol à l'intérieur de la pièce. La mère de la victime, qui est actuellement enceinte de l'enfant de Gomez, a déclaré aux autorités qu'elle et son fils regardaient la télévision dans la chambre du petit garçon. Le petit garçon s'est endormi entre 22h et 23h. Gomez, vers 23h15, est entré dans la pièce et a dit à la mère qu'il voulait lui parler de leur relation. Ils ont parlé dans la cuisine, où Gomez l'aurait accusé de l'avoir trompé. Ils ont finalement décidé de rester ensemble, ils se sont rendus dans la chambre de la mère, donc la meuf, pour regarder un film. Et environ 1 heure après le début du film, Gomez aurait commencé à demander à la mère de lui répondre oui ou non. La mère a déclaré qu'elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire et elle aurait répondu en lui disant « ne pas être stupide ». Et il lui dit « réponds oui ou non ». Il a continué à exiger qu'elle réponde oui ou non. Craignant pour sa sécurité, la mère s'est rendue dans la chambre de son fils où il dormait encore sur son lit. Elle s'est enfermée avec lui. Gomez a ensuite franchi la porte verrouillée, qu'il a dû la défoncer. Il a ensuite quitté la chambre et il a commencé à faire les 100 pas. Il est rapidement revenu avec une arme à feu, la tenant à ses côtés et criant « oui ou non ». Putain, un film le truc. L'arme a soudainement explosé, enfin, tout est parti. La mère a regardé et a vu que son fils avait reçu une balle dans la tête. Un communiqué de presse du bureau du procureur de Santa Clara a fourni un détail supplémentaire sur la fusillade. Les procureurs ont déclaré que Gomez pointait l'arme à moins d'1 pied de la tête de l'enfant, donc presque à bout portant. Sa mère a attrapé l'arme et c'est à ce moment-là que Gomez a tiré le coup mortel. Après la fusillade, Gomez aurait fui les lieux à pied et aurait rencontré les policiers qui sont intervenus. Il a comparu devant le tribunal jeudi, où un juge a ordonné sa détention sans caution. Ah, genre, le mec, il va aller en tôle. Hein. Il a tué un bébé de 3 mois, de 3 ans, pour une tromperie de la mère. Donc, le mec va aller en tôle, c'est sûr. Moi, je suis pas inquiète pour elle. Enfin, inquiète pour son état mental, parce que se remettre de la mort de son bébé pour une tromperie supposée. J'imagine qu'il a dû l'accuser par rapport à la grossesse aussi, du coup, non? Mais c'était son intention de tirer sur le bébé ou pas? C'est ça la question. S'il a pas fait exprès et qu'il... Imagine, il dit, ouais, c'était juste pour lui faire peur. Oh, mais ça reste quand même interdit, je pense. Hein. C'était pratiquement involontaire. On dirait, je sais pas, c'est chelou parce que c'est elle lui a pris l'arme des mains. Je pense qu'elle a essayé de se défendre. Il va être quand même accusé de quelque chose parce que même s'il avait pas l'intention de tuer, bah, il a tué. Donc voilà. Et puis il va à déterminer s'il a un port d'armes, s'il a une licence pour port d'armes, si le port d'armes était légal et tout, si l'arme elle est obtenue légalement aussi, enfin bon, il y a plein de choses. Je pense qu'ils vont essayer de le procureur, je pense qu'ils vont essayer de le terminer sur autant de trucs qu'ils peuvent. L'arme chargée, il n'y a pas la sécurité, il y a un bébé dans la pièce, mise en danger d'une... Je sais plus si ça s'appelle comment le truc. Qu'est-ce qu'il avait comme raison de la soupçonner de tromperie? Parce que des fois, c'est un coup de lubie, il y a rien en fait. C'est juste le mec, il est jaloux, il est comme ça. Et si ça se trouve, c'est lui qui trompait sa meuf. Un homme du Texas fait face à des accusations après avoir prétendument utilisé des informations entendues lors d'appels professionnels de sa femme pour gagner 1,76 million de dollars en bourse. La Security and Exchange Commission a annoncé jeudi des accusations contre Tyler Loudon, alléguant qu'il aurait acheté 46 450 actions d'une société qui ensuite a été vendue à BP. BP a annoncé en février 2023 l'achat de Travel Centers of America, une chaîne de relais routiers basée dans l'Ohio. La SEC, donc la Commission de sécurité et d'échange, allègue que Loudon avait entendu plusieurs appels professionnels de sa femme alors qu'elle travaillait à domicile, ce qui l'avait informé de la vente avant l'annonce publique de l'entreprise l'année dernière. Il est trop fort. L'épouse de Loudon était une ancienne responsable des fusions et acquisitions chez BP, selon Fortune. Loudon a entendu plusieurs conversations professionnelles de sa femme au sujet de la fusion, alors qu'elle travaillait à distance. Merci le télétravail. À l'insu de sa femme, il a acheté 46 450 actions de Travel Centers avant l'annonce de la fusion le 16 février 2023. À la suite de cette annonce, les actions ont augmenté de près de 71%. Ce mec est un génie.
Mais bon, il s'est fait attraper. Loudon a immédiatement vendu toutes ses actions Travel Centers après la hausse des actions, gagnant 1,76 million de dollars grâce au programme. En fait, il a pas espionné, il était là. C'est pas de sa faute, il est chez lui. Moi, j'aurais essayé de me défendre en disant « je suis chez moi, je ne peux pas contrôler ce qui tombe dans mes oreilles. » Bon, après, tu peux contrôler ce que tu fais avec les infos. Nous alléguons que M. Loudon a profité des conditions de travail à distance et de la confiance de son épouse pour profiter d'informations qu'il savait confidentielles, a indiqué Eric Werner, directeur régional du bureau de Fort Worth de la commission de truc. La SEC, donc la commission machin, reste déterminée à poursuivre de telles malversations. Selon Le Guardian et la BBC, Loudon avait avoué à sa femme qu'il voulait gagner suffisamment d'argent pour qu'elle n'ait pas besoin de continuer à travailler de longues heures. Oh, c'est pour toi, chérie, que je suis devenue millionnaire. Son épouse a été stupéfaite par cette révélation. Elle a ensuite dénoncé son mari à ses supérieurs. Et elle a été licenciée peu de temps après avoir divulgué les informations sur les transactions commerciales de son mari. Mais pourquoi elle a été licenciée? Je suis désolée, légalement parlant, elle a fait ce qu'il fallait. Elle a balancé son mari. Ils n'ont pas le droit de la virer. Elle peut se retourner contre eux et récupérer les 1,76 millions. Moi, c'est ce que j'aurais essayé de faire. La femme a demandé le divorce. La SEC affirme que Loudon n'a pas nié les allégations. Il aurait accepté un jugement partiel en attendant l'approbation du tribunal. En cas d'approbation, il devra rembourser ses bénéfices avec intérêt, en plus d'une amende qui sera déterminée par le tribunal. Excuse-moi, mais t'aurais demandé le divorce, toi? Elle a tout perdu. Sur une connerie que son mari a fait. Bon, il a fait quand même un truc lourd, hein. Il risque une peine de prison. Et les États-Unis, avec tout ce qui est fraude, argent et tout ça, détournement, c'est pas comme la France. En France, t'as rien. En France, tu deviens politicien quand tu fais ça. Tu détournes des fonds et tout. C'est presque un prérequis hein, chez nous. Aux États-Unis, ils rigolent trop pas avec tout ce qui est frauduleux, machin et tout. Tu vas en tôle direct. Un PV qui est pas payé, dans les temps, déjà, il y a les... Comment on appelle ça? Oui, les majorations, putain, mais oui. On est tous fatigués ce soir, hein. Là-bas, tu vas en tôle, hein, aux États-Unis pour ce genre de choses, hein. Si tu payes pas une amende dans les temps. Donc non seulement t'as les majorations, mais en plus, petite peine de à présent. Alors, on y va pour la prochaine, parce que ça fait presque 2 heures qu'on est là, je vois pas le temps passer. Un juge de l'Illinois qui a été condamné pour avoir annulé la condamnation pour viol d'un homme en 2022 a été démis de ses fonctions. Waouh! Laisse-moi digérer. La commission des tribunaux de l'Illinois a destitué le juge du comté d'Adams, Robert Adrian, dans une décision rendue vendredi dernier après une audience de 3 jours tenue en novembre dernier, à la suite d'une plainte déposée contre lui. La commission a conclu Robert Adrian, avait abusé de sa position de pouvoir pour satisfaire son propre sens de la justice tout en contournant la loi. Lorsqu'il a décidé que Drew Clinton, 18 ans, mais 16 ans au moment des faits, présent à une soirée de remise des diplômes, avait purgé suffisamment de temps en prison en attendant l'audience de détermination de sa peine. Le juge Adrian avait initialement reconnu Clinton coupable d'agression sexuelle et était censé prononcer une peine de 4 ans de prison. Mais la décision soudaine du juge d'annuler la condamnation pour viol de Clinton tout en réprimandant la victime et sa famille, putain, a suscité l'indignation dans le comté d'Adams. Mais t'es qui toi en fait? T'es qui? Selon une transcription judiciaire publiée par je sais pas quoi, le juge Adrian a déclaré qu'il rejetait la condamnation pour viol de Clinton parce que le temps qu'il avait déjà passé en prison en attendant sa condamnation, moins de 5 mois, était déjà une punition abondante. Donc, il a violé une fille, 5 mois, c'est abondant. Il a pas de fille, ce juge, ou quoi? Le juge a ensuite réprimandé la victime et sa famille en déclarant « C'est ce qui arrive chaque fois que des parents autorisent des adolescents à boire de l'alcool, à nager dans des piscines en sous-vêtements. Mais nique ta... » En fait, il est en train de dire aux parents de cette jeune fille, si tu l'avais pas laissé se baigner en sous-vêtements dans une piscine, genre parce qu'il faut se baigner une tenue de cosmonaute pour se baigner dans une piscine, et boire de l'alcool. Il est musulman, ce juge, ou quoi? Qu'est-ce qu'il a comme problème contre l'alcool, hein? Démis de ses fonctions. Pourquoi il a juste été démis de ses fonctions? Il devrait être derrière les barreaux, ce juge. Il a pas d'enfants, c'est obligé. Tu peux pas avoir des enfants et parler comme ça. C'est pas possible. À des parents dont la fille a été violée. C'est de sa faute. Elle aurait pas dû se mettre en sous-vêtements et elle aurait pas dû boire. Je vais respirer parce que là, je suis un peu énervée. Ça, c'est la victime. Comment il est devenu juge? C'est une excellente question.
Cameron Vaughn, donc l'adolescente qui s'est manifestée et s'est identifiée comme la victime, a déclaré que le revirement du juge l'avait laissée complètement choquée en 2022. J'ai immédiatement dû quitter la salle d'audience et aller aux toilettes pour pleurer. Le père de la victime, Scott, a déclaré aux médias que sa fille était inscrite au tableau d'honneur et impliquée dans plusieurs sports scolaires avant l'incident de 2021. Maintenant, elle a la chance d'avoir une moyenne de C. Enfin, donc, du coup, j'imagine que elle a de la chance si elle arrive à avoir une note de C, quoi. Et elle a abandonné tous les sports. Cameron, la victime, a évoqué la destitution du juge dans les commentaires au Chicago Tribune, affirmant qu'elle était très heureuse que la commission ait pu constater tout le mal et tous les mensonges qu'il a racontés pendant tout ce temps. Je suis incroyablement heureuse en ce moment. Il ne peut plus faire de mal à personne d'autre. Il ne peut plus gâcher la vie de quelqu'un d'autre. Il devrait aller en tôle. Enfin, en tôle peut-être pas. J'exagère, je suis juste vénère. Le petit violeur, là, du coup, la peine est annulée. Celle qu'il a prononcée à son encontre. 5 mois, c'est abondant. Je pense que la peine est annulée, il va être rejugé. Moi, je veux savoir combien il va prendre, ce petit Oud al-Haram. Il recommencera le petit jeune, là? Ah ben bien sûr, hein. 5 mois abondant, excuse-moi, hein, c'est abondant de quoi? J'espère qu'il va prendre une vraie peine. Et même 4 ans, c'était pas beaucoup à la base. Hein. 4 ans pour avoir violé une jeune fille et avoir marqué définitivement sa vie. Non. Pourquoi il a décidé que c'était trop, en fait? J'ai pas compris. Ça doit être un complexé du zizi, ce juge, hein, parce que comment... Et c'est quoi son rapport avec les femmes? Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des gosses? Je doute qu'il ait des gosses. Hein. Alors des garçons à qui il doit enseigner comment traiter les femmes, hein? Maman, non, tu n'aimes pas le rouge à lèvres? Il te fait des misères, ton grand frère. Il te fait des misères. Une femme de l'Oklahoma, accusée d'avoir brutalement tué son fils de 18 ans, et sa fille de 16 ans, passera le reste de sa vie derrière les barreaux. Le juge de district Ronald White a ordonné à Amy Leanne Hall de purger 2 peines d'emprisonnement à perpétuité dans un pénitencier fédéral pour le meurtre en 2018 de son fils de 18 ans, Kyson Tolliver, et de sa fille de 16 ans, Chloé Tolliver. Elle a également été condamnée à 20 ans de prison supplémentaire pour avoir tiré sur sa fille de 14 ans. L'adolescente a réussi à survivre à la fusillade. Ils sont trop mignons, les pauvres. Les accusations découlent du fait que Hall ait plaidé coupable le 28 novembre 2022. Les meurtres sur ces adolescents ont eu lieu au domicile familial le 1er novembre 2018. Ça va, mon fils? Oui. Les autorités ont déclaré que pendant que ses enfants dormaient, la femme de 38 ans est entrée dans la chambre de son fils de 18 ans et lui a tiré une balle dans la tête pendant qu'il dormait. Putain. Elle s'est ensuite rendue dans la chambre de ses filles de 16 et 14 ans et leur a tiré une balle dans la tête pendant qu'elles dormaient, elle aussi. La jeune fille de 14 ans a survécu tandis que Chloé n'a jamais repris conscience et est morte des suites de ses blessures 4 jours plus tard à l'hôpital. Le plan de meurtre a été interrompu après que Hall ait quitté les lieux dans un véhicule. Elle a mené la police dans une folle course-poursuite en voiture, atteignant des vitesses proches de 100 miles par heure, jusqu'à ce que la police l'arrête à plusieurs kilomètres de la maison. La police l'a ensuite placée en garde à vue. Elle a affirmé qu'elle essayait de sauver ses enfants de leur père violent. Elle a dit qu'elle avait également l'intention de se donner la mort. Hall a déclaré qu'elle et le père des enfants étaient séparés et engagés dans une bataille judiciaire pour la garde depuis 2 ans. En octobre 2018, Hall a déposé une ordonnance d'urgence demandant la garde exclusive et temporaire des enfants. En 2016, le père a affirmé que Hall était mentalement instable et qu'elle était psychologiquement violente envers les enfants. Des responsables ont déclaré qu'ils avaient déjà répondu au domicile lors d'appels, mais rien n'avait conduit à des arrestations. Alors ça devait être des appels pour sûrement des embrouilles, des trucs comme ça. Kyson était un footballeur, enfin un porteur de ballon, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit être une position qui est mal traduite en français. Mais donc il était footballeur remarquable dans l'équipe des Golden Demons de son lycée. Il a mené l'offensive lors de sa saison senior avec 580 home runs, je crois, et 5 touchés. Touch, je sais pas quoi là, c'est très très mal traduit. Il a été également nommé étudiant de la National Honor Society en juin
un élève, malgré les conflits, la maison et tout, un étudiant modèle, quoi. La violence horrible infligée à cette famille est inimaginable et rien ne pourra jamais arranger les choses, a déclaré le procureur américain pour le district de l'Oklahoma, Christopher Wilson. Néanmoins, la justice exige un examen attentif de tous les faits, y compris les intérêts de la victime survivante. Sur la base de ces considérations, les États-Unis ont recommandé qu'une peine d'emprisonnement à perpétuité soit imposée dans cette affaire. Faudra surveiller aussi la dévivantation, la tentative, elle va faire sûrement... Enfin, si elle dit vrai, hein, parce que des fois ils disent ça, c'est pour essayer de se décharger de certaines responsabilités. Quand t'as un parent, enfin quand quelqu'un dit ça, oui, je les ai tués, puis j'avais l'intention de me donner la mort après. En fait, pourquoi tu l'as pas fait? C'est ça que je comprends pas. Si vraiment ton intention, elle était là, les gens qui avaient vraiment l'intention de le faire, ils le font sur place, en fait. Ils tuent la personne qu'ils veulent tuer, et après, ils tournent l'arme vers eux-mêmes et ils se tuent sur place. Pourquoi elle a pris la fuite? Pourquoi elle est partie? Pourquoi elle a essayé de... N'importe quoi. Un chauffeur d'autobus scolaire de la rive sud de Montréal, qui était devenu le confident d'une adolescente, a profité de sa vulnérabilité pour l'exploiter sexuellement. Pendant des années, Pierre Lafontaine a fait subir des relations sexuelles fréquentes, intenses et dégradantes à sa victime. Le résident de Saint-Zénon de 68 ans a plaidé coupable lundi au palais de justice de Longueuil à des chefs d'exploitation sexuelle, de contact sexuel sur une mineure, d'incitation à des contacts sexuels, de production de pornographie juvénile et de leurre. La victime était présente en salle d'audience, son chien d'assistance à ses pieds, pour voir son agresseur reconnaître ses torts. Pierre Lafontaine est un chauffeur d'autobus scolaire sur la rive sud de Montréal à la fin des années 2000. Il se lie d'amitié avec Jessie, c'est pas son vrai prénom, une jeune fille en première secondaire. Pendant 3 ans, ils se parlent matin et soir dans l'autobus. Alors, première secondaire, ça équivaut à quoi en France, la classe, s'il vous plaît, si quelqu'un sait? L'adolescente considère Lafontaine comme un ami et un confident. Comment se servir du mal-être de quelqu'un pour l'exploiter, hein, bravo. C'était la jeune qui s'asseyait derrière le chauffeur et qui lui parlait pendant le trajet. Ils se sont liés d'amitié, a illustré le procureur de la Couronne, maître Bruno Deslauriers. Quand Jessie change d'école à la fin de sa 3e secondaire, Pierre Lafontaine suggère d'échanger leur numéro de téléphone pour demeurer en contact. À l'époque, Jessie est une adolescente vulnérable. Elle s'auto-mutile et vit avec des troubles alimentaires. Et ça, Pierre Lafontaine le sait. La première agression survient à la fin juin de cette année-là dans le stationnement du Mail Champlain à Brossard. Quand Jessie embarque dans la voiture de Pierre Lafontaine, sur un parking, hein, c'est ça, celui-ci l'embrasse sur la bouche. Jessie n'a que 15 ans, Lafontaine en a 55. Pendant le reste de son parcours scolaire en secondaire, Jessie voit Pierre Lafontaine 2 à 3 fois par semaine à l'heure du dîner. À chaque fois, ils ont des rapports sexuels. Lafontaine lui dit qu'elle détruira sa vie si elle parle, et Jessie perçoit son agresseur comme sa seule source de réconfort. Alors que Jessie n'a encore que 15 ans, Pierre Lafontaine a une relation sexuelle complète, sans préservatif, avec sa victime. C'est le début de plusieurs années de relations sexuelles, aussi fréquentes que dégradantes. Jessie fait également régulièrement des shows de webcam pour Lafontaine. Les pratiques sexuelles imposées par l'accusé deviennent de plus en plus sordides. Au fond d'elle, Jessie se soumettait au désir sexuel débridé de l'accusé, car de son côté, elle avait réponse à ses besoins affectifs auprès de lui. Les relations sexuelles étaient fréquentes, intenses, dégradantes. L'accusé a pu assouvir tous ses fantasmes, relate le résumé des faits présenté au juge Christian Jarry. Leur relation a duré pendant environ 5 ans. Jessie et Pierre se comportaient même comme un couple. En public, l'accusé faisait croire que la victime était majeure et il n'utilisait jamais son prénom. Jessie avait environ 20 ans à la fin de la relation, mais Pierre Lafontaine était moins intéressé par la victime plus elle vieillissait. Du haut de ses 16-17 ans, elle avait l'impression de vivre une relation amoureuse avec cet homme qui était celui qui aurait dû s'assurer qu'aucun geste sexuel ne survienne entre lui et elle, a rappelé maître Deslauriers. Compte tenu de nombreux facteurs aggravants, Pierre Lafontaine risque une peine de prison substantielle. Des rapports seront produits en vue des observations sur la peine en septembre prochain. L'accusé demeure libre pendant le processus judiciaire
La victime vit ça comme un soulagement. C'est une victime vulnérable qui subit beaucoup de répercussions encore à ce jour. Elle est très affectée par ce qu'elle a vécu. Les enfants victimes de crimes sexuels traînent des séquelles pendant très longtemps, a indiqué le procureur de la Couronne. Pierre Lafontaine s'était adressé aux médias en larmes en 2022 devant le palais de justice de Longueuil dans des circonstances tout autres. Écoute bien, son frère, Luc Lafontaine, avait été victime d'un meurtre. Quand le tueur appelait des coupables le mois dernier, on a appris que Luc Lafontaine avait possiblement agressé sexuellement un mineur. Le frère aussi? Est-ce la raison pour laquelle il a été tué? Ne sois pas jaloux, mon fils, je t'aime de tout mon cœur. J'ai la place pour plein de chats. Un homme Un homme a été interpellé après avoir créé plus de 1000 comptes sur le site PMU.fr. Il avait créé un système rodé pour toucher le bonus à l'inscription. Oh! Un préjudice estimé à 272 000 euros! Mais ce mec est à gêner. Mais en fait, il a rien fait d'illégal, je suis désolée. Hein. Non, je suis pas d'accord. Une interpellation qui couronne un travail d'enquête d'1 an des policiers du service des courses et des jeux. Cet homme pensait avoir trouvé la faille dans le système pour toucher le pactole. Cette faille, ce bonus offert par PMU à l'ouverture d'un compte joueur. Un bonus proposé pour attirer les nouveaux parieurs et leur permettre de se lancer. Une aubaine pour cet homme qui va multiplier les faux comptes. Pour empêcher la fraude, il y a pourtant des pare-feux. Ah, c'est quand même considéré comme une fraude? Ok. Donc les pare-feux, il faut notamment attester de son identité, et pas de problème pour l'escroc. Il utilise de fausses identités, ou bien des identités volées, achetées sur Internet, étrangères ou françaises. Le tout, entre juillet 2022 et 2023, il va créer 974 comptes, soit presque 3 par jour pendant 1 an. Pendant 1 an, le mec il prend 10 minutes, il s'enrichit. Le préjudice pour PMU est estimé à 270 000 euros. 1000 identités inventées ou usurpées. C'est après une plainte déposée l'année dernière que l'enquête débute. Les policiers du service des courses et des jeux comprennent que tous ces comptes sont liés au même portefeuille de joueurs et que des virements sont effectués sur les mêmes comptes bancaires. Ils tirent chaque fil, chaque compte ouvert et scruté, ils remontent chaque identité pendant 1 an. Un travail titanesque avec presque 1000 identités inventées, usurpées. Et ils finissent par identifier l'escroc, un homme de 42 ans, domicilié dans les Hauts-de-France, qui n'avait jamais été poursuivi pour escroquerie. Il a été interpellé lundi 8 avril. Lors d'une perquisition chez lui, les policiers ont retrouvé 1000 euros en liquide, plusieurs cartes bancaires, un permis volé qu'il avait utilisé pour ouvrir un compte, mais surtout dans sa voiture une clé USB qui contenait tous les documents d'identité qu'il avait utilisés. Sur ses comptes bancaires, la police a saisi 52 000 euros. C'est pas beaucoup sur une somme de 272 000. Mardi 9 avril, il a été déféré et mis en examen pour escroquerie et blanchiment. Il a été placé sous contrôle judiciaire strict. Ouais, en fait, c'est de la fraude parce que c'est des fausses identités. Il a été trop gourmand. Je pense que s'il avait pas pris autant, il aurait pu s'en sortir. C'est la fille qui essaie de lui trouver une échappatoire. À 42 ans, le mec, il a commencé à vriller. Voilà. J'ai jamais rien fait de ma vie. Aujourd'hui, j'ai décidé de partir en vrille. Walter White, quoi. Il a été trop gourmand. Ça me fait penser à l'affaire de l'infirmière dans le sud de la France, vous vous rappelez? Je crois que c'était à Marseille. La meuf, en fait, elle était infirmière à... comment ça s'appelle? Libérale. Et elle faisait des fausses... tu sais, des fausses fiches d'intervention, là, comme quoi elle allait chez des patients, leur faire des picousses, des machins. Et elle a été beaucoup trop gourmande. Beaucoup trop gourmande. Elle a empoché, je crois, des millions d'euros. Et évidemment, elle s'est fait griller. Parce que en fait, ils se sont rendus compte que si vraiment elle faisait les interventions qu'elle disait, genre ça équivalait à, je crois peut-être 50 ou 100 interventions par jour. C'est pas possible. Si elle avait été une criminelle maligne, entre guillemets, elle aurait fait, je sais pas, 5, 6, c'est quand même déjà beaucoup. Non, fallait qu'elle en fasse 100. 300 patients par jour, ça bosse dur. En effet, Schizo. Elle se téléporte. Comment ils ont pas cramé plus tôt? C'est ça que je me dis. Mais la sécu, ils sont sous-effectifs, ils ont pas le temps. Je fais pas que des piqûres, je joue aux fléchettes. Avec les patients. Je vous ai déjà posé la question, mais si demain vous... Non, c'est pas si vous fraudez la sécu ou le PMU, mais si demain vous gagnez genre une très grosse somme d'argent, donnez-moi les 3 trucs que vous faites. Les 3 trucs que vous faites en premier. C'est parti, go, balancez vos 3 trucs. Tour du monde et économie. Ah, bien. Parce que personne dit ça. Tout le monde dépense. Hein. Voyage et je crée un refuge pour animaux. Voyage, aider les pauvres et la famille. T'as placé les pauvres avant ta famille, c'est très bien.
Parce que techniquement, ta famille, ils sont pas pauvres. Il y a des vrais pauvres. J'arrête de stresser. Voilà ce que je fais. C'est une très bonne décision. Regarde, on dit au revoir au chat. Moi, je fais un petit tour du monde sympathique de quelques temps quand même. Hein. Il a l'air de mauvais poil. Non, il est comme ça. Il a une tête comme ça. Comme si... On dirait pas Snoop Dogg, tu sais. On dirait il est bien. Il a cet air de chat thérapeutisé. Linkino, on va manger? Miam miam? Tu as faim, mon fils? Tu veux snack? Merci à toutes et à tous pour votre présence dans ce live. Merci d'avoir regardé ce live jusqu'à la fin, merci de m'avoir tenu compagnie. Ça me fait toujours du bien d'être là. Voilà. On se retrouve dimanche, Inch'Allah, dimanche, prenez soin de vous. Et il faut que je vous quitte en vrai, du coup ça fait 3 fois que je dis au revoir. Tschüss.